Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio C-Sort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le dimanche 16 novembre 2025, épisode 488, J-1 avant la raclette. Dans ce nouvel épisode, une avancée majeure dans DNS4EU, le projet européen de résolveur DNS souverain visant à réduire la dépendance aux services extra-européens. Une analyse approfondie du paysage du ransomware au troisième trimestre 2025, marquée par la montée des groupes fragmentés et la professionnalisation des écosystèmes RAS, les fameuses Ransomware as a Services. De nouvelles révélations sur l'utilisation d'identités américaines pour des travailleurs IT nord-coréens, pour infiltrer des entreprises sensibles, la divulgation d'une vulnérabilité critique dans Cisco Catalyst Center, qui permet l'élévation de privilèges dans les environnements admin, et la publication par Debian d'une mise à jour importante intégrant de nombreux correctifs de sécurité affectant des composants largement déployés. Aujourd'hui, je vous présente une analyse complète du projet DNS4EU. C'est un auditeur de Radio C-Sort qui m'a demandé de faire un point sur ce projet hyper intéressant. C'est une initiative stratégique portée par l'Union européenne pour renforcer la souveraineté numérique autour du DNS. L'objectif est de doter l'Europe d'une infrastructure de résolution DNS unifiée, sécurisée et opérée exclusivement depuis le territoire européen, avec une conformité stricte du RGPD. DNS4EU vise à réduire la dépendance actuelle aux résolveurs publics extra-européens, bref, c'est pour se débarrasser de Google surtout, en particulier ceux opérés par des acteurs privés hors Union européenne. Le projet repose sur un consortium mené par Whalebone et NIUTO qui vont accompagner plusieurs opérateurs européens. Cette plateforme intègre des mécanismes de filtrage basés sur des indicateurs de compromission, et c'est ça le côté hyper intéressant, des capacités de détection d'anomalies en temps réel et un support natif du DNSSEC pour garantir l'intégrité de la résolution. Pour les CERT et les SOC, le DNS4EU introduit une couche supplémentaire d'observabilité, corrélation des événements, enrichissement des logs DNS et meilleure visibilité sur les comportements réseau transfrontaliers. Il a également pour but de fournir une infrastructure de résolution redondante pour les administrations, les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs d'accès. L'ambition est d'offrir un DNS résilient capable d'assurer une continuité de service même en cas de crise majeure ou de perturbations liées à des attaques massives. Le projet soulève néanmoins plusieurs questions opérationnelles. Gouvernance de la donnée, performance en situation de pic, interopérabilité avec les résolveurs existants et capacité à rivaliser avec les services mondiaux déjà largement adoptés, comme ceux de Google ou de Cloudflare. La question de la centralisation du trafic DNS européen reste également un enjeu majeur en matière de contrôle et de résilience. Alors j'ai fait un article sur mon blog, je vous propose de partager avec vous tout ce que j'ai pu apprendre sur ce projet. Ça présente vraiment le fonctionnement technique, les avantages, il y a aussi des limites, il y a des risques associés à DNS4EU, ainsi que l'impact opérationnel attendu par les équipes de sécurité. J'ai fait une version française et anglophone, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'Union européenne a déjà mis 13 millions d'euros dans le projet, donc il y a de l'argent, mais est-ce qu'on sera capable de se débarrasser, ou entre guillemets d'avoir une alternative aux gros fournisseurs de DNS américains pour la plupart du cas? Nous sommes dimanche et je vais revenir sur une publication qui est un petit peu en dehors de la cybersécurité, mais qui nous intéresse tous pour aider les équipes de réponse à incidents. C'est la sortie et la publication de Debian 13.2. Cette deuxième mise à jour de la branche stable Trixie, il ne s'agit pas juste d'une nouvelle version, c'est pas une version majeure, mais c'est plutôt une révision cumulative destinée à intégrer tous les correctifs de sécurité publiés ces derniers mois, ainsi que plusieurs corrections importantes affectant des composants clés du système. Cette mise à jour consolide l'ensemble de la distribution sans exiger de réinstallation complète. Tous les utilisateurs qui appliquent régulièrement les correctifs de security.debian.org constateront peu de modifications puisque la majorité des correctifs de sécurité sont déjà inclus. De nouvelles images d'installation seront mises à disposition prochainement, mais les supports existants restent pleinement valides. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch ça Debian. Et sur le volet technique, Debian 13.2 apporte un volume conséquent de corrections, couvrant à la fois les failles de sécurité, des régressions fonctionnelles et des ajustements de compatibilité. Parmi les éléments notables, on retrouve la mise à jour du noyau Linux vers une version stable, des correctifs sur 7-zip incluant plusieurs CVE, des améliorations dans curl avec la résolution de vulnérabilités de traversée de répertoire et d'empoisonnement de cache, des ajustements importants dans le système D,
ainsi que des mises à jour d'OpenSSL, Samba, libxml2, Suricata bien entendu, et QEMU. Plusieurs paquets liés à l'environnement desktop GNOME et au navigateur ont également été stabilisés. Et Debian a publié en parallèle une longue série de mises à jour de sécurité couvrant des composants critiques tels que Chromium, Firefox ESR, OpenJDK, GIMP, Bind9, Redis, l'Intel Microcode, Dovecot et encore Squid. Toutes ces annonces sont regroupées dans le bulletin de sécurité, mais chacun a déjà fait l'objet d'une publication distincte par l'équipe Sécu. Enfin, quelques paquets ont été retirés lorsque leur maintenance n'était plus viable ou que leur dépendance en amont ne pouvait plus être assurée. L'installateur de Debian est lui aussi mis à niveau afin d'intégrer l'ensemble des correctifs présents dans cette révision. Alors je ne sais pas si vous avez essayé, il y a un effet dark mode que vous pouvez installer votre Debian. Faites-le, c'est rigolo, ça change un petit peu par rapport à l'installateur en mode texte. Alors je parle bien sûr l'installateur en mode cursize. Pour ceux qui sont avec une souris, allez sous Windows, quoi, c'est bof. Bref, Debian 13.2 poursuit ainsi l'objectif historique du projet, maintenir une distribution stable, prévisible, robuste, tout en garantissant une sécurité maximale pour les environnements de production. Revenons à la cybersécurité. Cisco a corrigé une vulnérabilité critique dans Catalyst Center Virtual Appliance, référencé sous la CVE 2025-20341, avec un score CVSS de 8.8. Cette faille permet à un utilisateur disposant d'un simple rôle observeur d'élever ses privilèges jusqu'au niveau administrateur via des requêtes HTTP spécialement construites. Le problème provient d'une validation insuffisante des données envoyées à l'interface web, exploitation à distance, et cette vulnérabilité offre un accès complet à la plateforme de gestion, incluant la création de comptes, la modification de configuration et le contrôle global de l'infrastructure supervisée. Cisco a tenu à préciser qu'aucun exploit public n'a été observé à cette date, donc à la date du 16 novembre, il n'y en a pas. Les versions affectées concernent les appliances virtuelles sur VMware ESXi à partir de la 2.3.7.3-VA. Le correctif est disponible dans la version 2.3.7.10 VA. Aucun contournement n'existe, rendant la mise à jour indispensable. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. La bonne nouvelle, les appliances matérielles et les déploiements AWS ne sont pas concernés. The Record revient sur une opération d'infiltration majeure menée pendant plusieurs années par des travailleurs IT nord-coréens au sein d'entreprises américaines. Ça fait plusieurs fois qu'on en revient sur Radio CSORT, mais il y a toujours des nouveautés. Le département de la justice américaine a annoncé la condamnation de 5 personnes impliquées, tous ayant contribué à contourner les contrôles d'identité, à héberger des postes de travail distants et à faciliter l'accès des opérateurs nord-coréens à des centaines d'entreprises. Je suis très surpris qu'on en parle aux États-Unis et qu'en France, il n'y en ait pas eu le cas qui soit déjà remonté. Les 3 citoyens américains ont fourni volontairement leur identité, hébergé des ordinateurs professionnels à leur domicile, installé des outils d'accès à distance et même passé des tests de dépistage de drogue à la place des travailleurs nord-coréens. Grâce à ces identités, Pyongyang a pu obtenir plus de 1,28 million de dollars en salaire et dans les autres volets, un Ukrainien a reconnu avoir volé et revendu des identités américaines utilisées pour décrocher des contrats dans 40 entreprises. Un autre intermédiaire, basé en Floride, utilisait sa société pour recycler des identités volées et opérer une ferme de laptops permettant aux travailleurs nord-coréens d'agir comme s'ils étaient physiquement présents aux États-Unis. En parallèle, le FBI a saisi plus de 15 millions de dollars en crypto-monnaies liés au groupe APT38, impliqué dans plusieurs braquages majeurs visant des plateformes au Panama, en Estonie et aux Seychelles. Les autorités rappellent que ces opérations permettent à la Corée du Nord de financer ses programmes militaires et de contourner les sanctions internationales. Dans son rapport de Set of Ransomware Q3 2025, Checkpoint observe un niveau d'activité qui reste historiquement élevé, mais désormais stable. Plus de 1590 victimes ont été publiées sur les sites de DataLeak au troisième trimestre, soit un volume comparable au trimestre précédent, mais 25% supérieur à celui de 2024. Le constat majeur concerne la fragmentation de l'écosystème. On dénombre pas moins de 85 groupes actifs, un record. Avec une concentration beaucoup plus faible, les 10 principaux groupes ne représentent plus que 56% des victimes, contre plus de 70% début 2025. Ça s'appelle la concurrence. Une grande partie des nouvelles activités viennent de petits opérateurs ou d'anciens affiliés de programmes Ransomware as a Services démantelés qui ouvrent leur propre plateforme. Mon Dieu, la rébellion.
Killeen domine désormais le paysage avec en moyenne 75 victimes par mois, notamment grâce au ralliement d'anciens affiliés de Romson Hub. Akira, INC Romson et Play restent également très actifs. Logbit signe un retour remarqué avec la sortie de Logbit 5.0 déjà en septembre, marquant une tentative de recentralisation autour d'une marque historique. C'est incroyable, on parle d'une marque historique sur du malware. Sur le plan géographique, les États-Unis restent la première cible. Un phénomène notable apparaît en Corée du Sud, fortement touché par une campagne de Killeen visant principalement le secteur financier. Les secteurs les plus impactés demeurent tout ce qui est fabrication, manufacture, les services professionnels, la santé, et ces derniers représentent environ 8% des victimes. Le rapport souligne enfin que les démantèlements par la police n'ont qu'un impact limité sur l'activité globale. En l'absence de leur infrastructure, les affiliés migrent vers d'autres programmes ou créent leur propre système, maintenant un niveau d'activité élevé et très diffus. L'écosystème demeure donc extrêmement volatile, fluide et difficile à contenir. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. J'ai une angine depuis le début du week-end. J'espère que je serai en forme pour demain soir. Alors, je ne suis pas contagieux pour ceux qui viendront à la pizza. À la raclette, c'est une catastrophe. Vous voyez, ça va pas. Je tourne à la codéine. C'est extraordinaire. Je comprends pourquoi Dr House, il est hyper performant. Enfin, je dors pas jusqu'à 5h du matin avec ce truc-là. J'arrête de vous raconter ma vie. N'hésitez pas à me faire vos retours sur répondeur de Radio Cessort ou pour les plus timides par email. D'ici là, on ne réfléchit pas. Demain, on a raclette. Et oui, même dans l'Indre. Je vous embrasse très fort. Profitez de la fin de votre week-end. Il a fait un temps pourri, du moins en Ile-de-France et dans l'Indre. Mais le froid arrive. Bisous.